Les premiers tissus concernant la préhistoire datent du néolithique moyen. On se trouve aux alentours de 2500 ans avant notre ère. Pour la période du néolithique, les fibres utilisées par les hommes préhistoriques sont de différents types. On va avoir le lin en grande majorité, mais on considère qu'ils ont aussi utilisé la fibre d'ortie ou encore le libère, qui est l'écorce interne des arbres. Le travail du tissage, c'est un peu difficile de savoir précisément à qui appartient cette fonction dans la civilisation néolithique, mais on pense que c'est plutôt une activité qui est liée à la femme. Alors les différents tissus, on pense qu'à l'origine, ils vont plutôt être fabriqués pour faire des vêtements. C'est la pièce la plus importante. Mais on pense qu'il y a également des tentures qui vont être mises en place pour décorer les maisons. Après les tissus en lin de la période néolithique, on voit apparaître 2000 ans avant notre ère les premiers tissus de laine. C'est l'âge du bronze. Vient ensuite, avec l'arrivée des Gaulois, le métier à tisser à 4 barres. L'intérêt du métier à 4 barres qui permet de fabriquer du serger ou du losange, c'est esthétique, c'est vrai, mais on s'est rendu compte que le tissu est beaucoup plus résistant au frottement. Il a aussi une meilleure isolation thermique. Donc au final, les Gaulois, ils ont un tissu qui est plus chaud et qui est beaucoup plus résistant que le tissu d'armure toile. Alors, il existe aussi des métiers à tisser qu'on appelle à la tablette, qui permettent de réaliser des petits galons ou des ceintures. Ces galons, on les retrouve essentiellement sur les bords de manches ou les bords d'encolure. Apparemment, ils servent à renforcer le vêtement contre l'usure, mais c'est aussi un ajout de couleur et une décoration sur le vêtement. Et effectivement, dans l'ancien, très ancien temps, on tissait sur des métiers qui étaient verticaux. Et petit à petit, on est venu à remplacer ce système-là par des métiers où on a travaillé horizontalement. Mais ceci, ça s'est fait, on n'a jamais su les dates exactes à laquelle cette transposition s'est faite de la partie verticale à la partie horizontale. Mais c'est très 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 vieux de toute façon, puisque au Moyen-Âge, on tissait déjà sur des métiers horizontaux. C'est au Moyen-Âge aussi où l'on équipe les métiers à tisser de pédales, qui servent à soulever tour à tour un certain nombre de fils. Mais l'évolution des métiers à tisser ne se fera que très lentement au fil des siècles. Plusieurs modifications apportées par les tisseurs eux-mêmes vont permettre malgré tout de rendre les métiers à tisser de plus en plus sophistiqués et performants. Au cours des siècles, l'industrie du tissage lyonnais va devenir la référence mondiale concernant le tissage de la soie. L'histoire de la soierie lyonnaise avait pourtant mal commencé. En effet, Louis XI avait souhaité créer la première manufacture de soie à Lyon. Mais les Lyonnais manquant de motivation, le roi décide de transférer les ateliers à Tours. Et en 1536, quand François Ier propose à la ville de Lyon un monopole très spécial, qui est le monopole du tissage des fils d'or, d'argent et de soie, et le monopole de la vente de la soie, Lyon va accepter. Qu'on soit clair, en 1536, vous n'avez pas toute la ville de Lyon qui saute sur un métier à tisser et qui se met à tisser. Donc le développement, il se fait petit à petit. Et le premier grand développement va se faire avec la construction du château de Versailles. Donc Versailles, ça va permettre une explosion du tissage dans la ville. Et en plus, Louis XIV va donner les lettres internationales de la soierie lyonnaise, puisqu'à cette époque-là, tous les riches et les puissants qui connaissent l'existence de Louis XIV, en général, vont vouloir avoir les mêmes approvisionnements. Et dans les grandes fans, vous avez Catherine de Russie. Il n'y a pas un château russe du XVIIIe qui n'a pas été tissé à Lyon. Donc il y a vraiment un rayonnement planétaire. Alors au début, c'est toutes les cours européennes, mais très vite après, au XIXe, les négociants vont partir aussi en Asie et en Amérique du Nord pour vendre les tissus. Les conséquences de la Révolution française, économiquement, elles sont lourdes. Donc, comme on dit souvent en rigolant, on a quelques gros clients qui perdent la tête, donc là on souffre. Et il va falloir attendre en fait Napoléon pour qu'on arrive à relancer cette industrie-là. Et la différence, c'est que Napoléon, quand il va arriver à la tête du pouvoir, il reprend quand même un pays qui n'est pas dans un état économique florissant. Et Napoléon fait exactement ce que font nos politiques aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il va vouloir relancer la machine. Et comment fait-on pour relancer la machine? On passe ce qu'on appelle des commandes d'État.
Et donc Napoléon va passer des commandes d'État. Et puis Napoléon va même pousser le soutien à la soierie en passant un petit décret et en disant que toute personne travaillant pour le gouvernement français est dans l'obligation d'être habillée en soirée lyonnaise. C'est pas mal. On dit que la passementerie, la rubannerie se sont installées dans la région de Saint-Étienne au XVIe siècle. Le passementier, c'est un terme qui va désigner le tisseur de rubans. La passementerie, ce sont des petits rubans et qui servaient d'une part pour l'ameublement, d'autre part qui servaient pour tout ce qui était le vêtement religieux, catholique, orthodoxe, et également pour tout ce qui était le militaire. Tout le galon militaire était fait ici. Le ruban se différencie de l'étoffe du fait que c'est un textile étroit, d'une part, et qu'il est bordé de lisières solides, d'autre part. Donc ça, c'est très important dans la technologie, mais aussi dans la typologie des articles qui sont réalisés.